Voyons un peu. Je crois bien qu'avec ma manie toute neuve d'exploration, je me suis perdu. Je voulais suivre la voie numéro 1, et elle a l'air de tourner sous un tunnel. Mon ami, tu as trop vécu dans d'étroites limites pendant toute ta vie. Tu n'es pas capable de te diriger au grand air. Pourtant, je vois bien les rails en contrebas, mais tellement enfoncés, et au fond de parois si hautes, si glissantes. Quel étrange endroit. Et personne à l'horizon? Oh, mais si. Un homme qui m'a l'air d'être un employé de la ligne. Me voilà sauvé. Oh là! Oh là! Vous là-bas! Oui, c'est bien un employé. À la porte d'une petite cabine, avec à la main un drapeau roulé. Il n'a pas l'air de m'entendre car il ne lève pas la tête mais regarde le long de la voie ferrée comme c'est bizarre. À moins bien entendu que cette tranchée si profonde ne dénature le son, ou qu'il ne soit aveuglé comme moi par ce soleil couchant si terriblement rouge. Mais non. Le soleil me gêne et m'empêchait de le voir. Lui, au contraire, est déjà enveloppé par l'ombre. Oh là! Oh là! Ah! Cette fois, il a l'air de m'avoir entendu. Il lève la tête. Oh là! Mon ami! Y a-t-il un sentier qui me permette de descendre? Je voudrais vous parler. Dieu, quelle vibration, quel bruit! Ah, tout simplement un train. Voilà que les trains me font peur maintenant. Il est passé. Oh là! Vous d'en bas! Y a-t-il un chemin pour descendre? Par là. Plus haut, monsieur, dans la direction de mon drapeau. Ah oui, je vois. Merci, merci. Ça va. Voilà le sentier. Ouais. Quand je dis que ça va, c'est dans la mesure où je ne vais pas me rompre les os en descendant cette espèce d'échelle en zigzag. Hop! Et glissante! En plus, ce citoyen n'a pas l'air content de me voir. Oh, mais pas du tout. Il me regarde comme si je venais lui voler un de ses trains. Comment peut-on vivre dans cette tranchée humide et qui sent le tombeau? Monsieur le signaleur, me voici arrivé à bon port. Permettez-moi de vous saluer. Vous occupez là, ce me semble, un poste bien solitaire. Il a retenu mon attention pendant que je suivais le chemin sur la crête. J'imagine que par ici, les visiteurs sont rares. J'espère que vous ne classez pas ces raretés parmi les personnes indésirables. Vous vous posez sans doute des questions à mon sujet. Probablement celles que je me pose à moi-même. Pourquoi ces promenades sans but apparent? Pourquoi ces curiosités en apparence intempestives? Votre accueil, disons, réservé, me le laisserait entendre. Je vous avoue qu'il m'intimide. Je vous dérange, sans doute. Je vois que votre attention est concentrée sur ce fanal rouge qui marque l'entrée du tunnel. Je présume que son entretien fait partie de vos fonctions. Ne savez-vous pas qu'il en est ainsi? Je ne suis pas très informé de ces choses. Mais j'ai l'impression, excusez-moi si je le dis un peu crûment, que je vous inspire une sorte de crainte. Non, je me demandais simplement, monsieur, si je ne vous avais pas déjà rencontré. Mais où cela? Là, en cet endroit. Là? Où se trouve le fanal rouge? Oui. Mais mon ami, qu'est-ce que je voudrais faire auprès d'un fanal? Quoi qu'il en soit, je puis vous assurer, vous jurer même, que je ne me suis jamais approché de ce feu. Mais je vous adjure de me croire. Fort bien, monsieur, puisque vous le dites,
Je vous crois. Dans ce cas, puis-je satisfaire ma curiosité et vous poser toutes sortes de questions concernant votre travail? Depuis que j'ai quitté le mien, je me sens animé d'un désir immense de savoir comment se comportent mes semblables. Votre emploi vous occupe-t-il beaucoup? Oui, monsieur, dans la mesure où l'on peut considérer la responsabilité comme un travail. Par responsabilité, vous entendez exactitude et attention, je suppose. Oui, monsieur, car sous le rapport du travail manuel, je n'ai pratiquement rien à faire. Mais encore... Eh bien, monsieur, je dois changer ce signal, entretenir ces feux, manœuvrer ce levier de fer de temps à autre. C'est à peu près tout sous ce rapport. Il me semble que cela vous laisse bien des heures de solitude, hein, et dans un poste retiré. Cet aspect de mon emploi a l'air de vous préoccuper, monsieur, mais croyez-moi, c'est une affaire de routine. Dès l'instant où la vie s'engage dans une voie, il faut bien s'y adapter. Mais comment occupez-vous vos loisirs qui n'en sont pas? Si j'avais jamais éprouvé le moindre penchant pour les chiffres, monsieur, il est probable que je me serais cultivé dans ce domaine. J'ai bien tâté d'un peu d'algèbre, mais cela n'a pas donné grand résultat. Dites-moi, êtes-vous obligé pendant vos heures de répit de vous tenir constamment dans ce fossé humide? Ne pouvez-vous escalader ces parois de pierre pour profiter un peu de la lumière du soleil? C'est affaire de temps et de circonstances, monsieur. Certaines conditions du trafic sur cette ligne la rendent moins encombrée que les autres. Il en est de même pour certaines heures de jour et de nuit. Cela dépend également du temps qu'il fait. Je suppose que s'il fait beau, vous saisissez l'occasion de vous éloigner des ombres de cette tranchée. Sans doute. Mais je puis être à tout instant rappelé par la sonnette électrique. Et comme je guette cette sonnette avec une inquiétude redoublée, le repos que je pourrais prendre à l'air libre n'est jamais un vrai repos. J'avoue que je n'y avais pas pensé. Oh, c'est moi, monsieur, qui ne pense pas à vous offrir une hospitalité plus généreuse que ce bout de sentier le long des rails. Ma cabine est petite, mais contient du moins du feu et un banc. Je ne vous parle pas de mes registres, de mes cadrans et de la sonnette électrique dont je vous ai parlé, et qui est ennemie de mon repos. Vous vous exprimez, si vous m'autorisez à formuler cette remarque d'une manière qui suggère une très bonne éducation. Et qui s'accorderait mal, selon vous, à ma condition de signaleur. Mais, monsieur, on trouve des cas semblables dans toutes les catégories d'hommes et de professions. Pour ma part, j'ai entendu dans des dépôts de mendicité, dans des commissariats, dans des bureaux de recrutement et des casernes, des hommes parler d'une manière correcte. Je n'en doute pas. Cela m'est arrivé aussi. Cependant, je vous rangerai volontiers à part. Puisque vous insistez, j'avouerai, sans doute cela vous paraît-il incongru de l'imaginer à me voir assis dans cette sorte de hutte, que je fus un étudiant en philosophie et sciences naturelles et que j'ai suivi des cours et des conférences. Quelque infortune vous a sans doute détourné d'une carrière plus ambitieuse que celle-ci. L'infortune vient souvent de soi-même, monsieur. J'étais jeune et j'ai mené une vie assez folle. J'ai gaspillé mes chances. Puis j'ai commencé à glisser le long d'une pente qu'il n'est pas facile de remonter. En fait, je ne l'ai jamais remontée. Mais je ne me plains pas. Comme on fait son lit, on se couche. Il est trop tard maintenant pour faire un autre lit. Le ton dont vous dites cela me laisse pourtant à penser qu'il y a encore beaucoup de ressources en vous. Et même que vous pouvez espérer en une meilleure chance. Ma chance, monsieur, est de savoir ne rien espérer en dehors de ce que vous voyez ici. Ma vie se déroule entre ce feu, cette table, le grelottement de ce petit timbre électrique. Vous m'avez vu dans l'exercice de mes fonctions. Vous m'avez vu pendant que je vous parlais déchiffrer des messages, envoyer des réponses. Je vous ai vu aussi montrer votre drapeau à un train qui passait, et même échanger quelques paroles avec le conducteur du train. J'ai constaté votre zèle et votre vigilance, interrompant nos propos à une syllabe près, et laissant le silence s'interposer entre nous le temps d'assurer vos obligations. Permettez-moi de vous dire que vous paraissez être l'homme le plus sûr qui soit. Sauf que... Mais non,
je ne vois pas d'exception à cette impression générale. Exprimez-la cependant, monsieur. Pas d'exception, dis-je. Puisque vous insistez, sinon qu'à 2 reprises, vous avez regardé d'un air très particulier ce petit timbre électrique à un moment où, justement, il ne sonnait pas. Ne vous ai-je pas dit, monsieur, au début de notre entretien, que ce timbre électrique jouait professionnellement dans ma vie d'employé sur cette ligne un rôle important? Mais à 2 reprises, bien que le timbre n'ait pas sonné, vous avez rouvert la porte qui nous protégeait contre l'humidité malsaine du dehors, et vous avez observé attentivement le fanal rouge à l'entrée du tunnel. Sans doute les 2 actions étaient-elles en fonction l'une de l'autre, monsieur. Mais non que vous reveniez vers moi d'un air si indéfinissablement soucieux et lointain. À cela près, je pourrais affirmer que j'ai vu en vous un homme satisfait de son sort. Si c'est une manière de m'inciter à vous confier plus de choses que je ne le souhaiterais, vous avez réussi, monsieur. Car je confesse que je suis troublé. Oui, monsieur, très troublé. Oh, Seigneur, que m'avez-vous fait dire? Si seulement je pouvais rattraper ces paroles! Les paroles ne se rattrapent jamais. Mais celles que vous avez prononcées, ne les regrettez pas si elles vous apportent quelque soulagement. Vous pouvez avoir toute confiance en moi, mon ami. Pourquoi êtes-vous troublé? Mais qu'est-ce qui vous trouble? C'est difficile à dire, monsieur. C'est une chose dont il est très difficile de parler. Si jamais vous aviez l'intention de me rendre une autre visite, peut-être alors essaierai-je de vous dire ce qui me tourmente. Vous allez au-devant de mes désirs. J'ai la ferme intention de revenir ici. Dites-moi quand je pourrai le faire sans vous déranger. Je quitte mon travail tôt le matin, mais je le reprendrai à 10 heures du soir demain, monsieur. Alors, je reviendrai à 11 heures. Je vous remercie. Et maintenant, je vais me servir de ma lumière blanche pour vous éclairer jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre sentier. Mais, quand vous l'aurez trouvé, ne m'appelez pas. Et ne m'appelez pas non plus quand vous serez de nouveau sur la crête. J'insiste, monsieur, j'insiste. Surtout, ne m'appelez pas. Il en sera fait comme vous le désirez. Et quand vous reviendrez demain soir, puisque vous avez la bonté de revenir, ne m'appelez pas davantage. C'est entendu, c'est entendu. Une dernière question, monsieur. Qu'est-ce qui vous a fait crier « Hola, hola, vous là-bas » quand vous êtes arrivé tout à l'heure? Je criais quelque chose de ce genre? Pas de ce genre, mais réellement. C'était là vos propres paroles, je m'en souviens très bien, je ne peux pas ne pas m'en souvenir. Elle n'avait pourtant rien de très remarquable. Je les ai évidemment prononcées parce qu'elles m'étaient dictées par les circonstances. C'est-à-dire qu'après m'être un peu perdu en chemin, je vous ai aperçu en contrebas. Et pour aucune autre raison. Pour absolument aucune autre raison. Mais quelle autre raison aurais-je pu avoir? Vous n'avez pas eu l'impression qu'elle vous aurait été dictée d'une manière surnaturelle? Mais non. Je vous assure que non. Alors bonsoir, monsieur, et à demain. Ne vous écartez pas de ce passage étroit le long du rail. D'ailleurs, je vous éclaire. Et vous trouverez le sentier en zigzag moins difficile à monter qu'il ne l'est à descendre. À demain, monsieur. À demain. Si l'on m'avait dit qu'une personne aussi simple, aussi normale qu'un signaleur sur une voie de chemin de fer, même profondément humide et encaissée, m'empêcherait de dormir, on m'aurait plutôt abasourdi. Mais, à dire vrai, ce sont surtout les dernières paroles qu'il a prononcées dont je ne puis écarter l'obsession. D'une manière surnaturelle. Il m'a demandé si cette question banale, « Hola, hola, vous là-bas », n'avait pas été dictée d'une manière surnaturelle. Je ferais bien mieux de me faire apporter un petit déjeuner bien substantiel, bien ordinaire, qui me remettrait dans la solidité, dans la banalité des actes quotidiens. Au fait, le garçon de l'hôtel
Il m'a paru assez dégourdi. Il connaît peut-être l'homme qui me préoccupe. Ah, entrez. Vous m'avez demandé, monsieur? Vous avez besoin de quelque chose? Et d'un copieux breakfast et d'un petit renseignement. Lequel en premier, monsieur? Breakfast. Je cours, monsieur, je cours. On est justement en train de frire le bacon et les œufs. Mais vous voudrez bien retenir que je suis arrivé dès votre coup de sonnette et que maintenant, je cours chercher votre repas. Rien de plus naturel. Je commence à me demander ce qui dans cette ville est naturel ou ne l'est pas. Naturel, surnaturel. Mais qui aurait bien pu me dicter de héler cet employé de la compagnie? Je le saurai ce soir, évidemment. Mais les journées ont une longueur double quand on attend une réponse qui ne doit venir que le soir. Entrez, Jim. Et vous remarquerez que j'arrive à toute vitesse avec votre déjeuner, monsieur. Que je ne vous ai fait attendre ni pour la commande, ni pour la livraison. Vous avez l'air de considérer cela comme un exploit. En général, on considère cela comme une habitude, non? Oh, pas à Mugby, monsieur. Pas si vous aviez été comme moi employé au buffet de la gare de Mugby. Mais quand je suis arrivé à Mugby, je n'ai pas remarqué qu'il y eût un buffet. C'est qu'il a été fermé, monsieur. Fermé il y a 2 ans. Eh, il y a eu du changement dans cette ville depuis 2 ans, monsieur. Moi qui en suis né natif, je puis vous l'affirmer. Né natif. Voilà qui est intéressant. Mais dites-moi, pourquoi a-t-il été fermé, ce buffet? Double décès, monsieur, et vivement ressenti par la population ferroviaire, si je puis dire. Décès de la clientèle d'abord et de la patronne ensuite. Ça me paraît fort tragique. Surtout pour la patronne, monsieur. Elle a eu un coup de sang. Parce qu'elle n'avait plus de clients? Non, monsieur, non, parce qu'elle avait des principes. De plus en plus obscur, Jim. Je suppose que cette dame à principe était très âgée. Non, monsieur, pas du tout. C'était même une belle femme. Ce qu'on appelle la fleur de l'âge. Seulement, elle avait des principes. Et quand elle a vu comment on traitait les principes à l'étranger, elle est revenue ici pour mourir. Et morte, elle est devenue. Morte comme un hareng fumé, monsieur. Même que ses dernières paroles, c'était « J'aime mieux mourir que servir ». Servir qui? Servir à quoi? Servir la clientèle, monsieur. Ça n'était pas dans son idée de servir la clientèle. Elle avait sa fierté, monsieur. Sa fierté, c'était de ne pas servir. C'est une façon originale d'envisager la profession de restaurateur, Jim. Pourquoi cette dame est-elle allée à l'étranger? Pour voir s'il n'y avait pas là-bas une meilleure façon de remettre la clientèle à sa place, en lui faisant bien comprendre qu'elle n'était pas là pour être servie. Et elle a fait, comme qui dirait, une tournée des buffets de gare en France. Eh bien, monsieur, vous me croirez, il fonctionnait. Il paraît que là-bas, on reçoit gracieusement les voyageurs qui prétendent se restaurer, et qu'on leur donne autre chose que des cakes à la sueur de bois. Et même qu'ils ne sont pas obligés d'aller les chercher eux-mêmes sur le comptoir. Enfin, monsieur, même les sandwichs là-bas sont frais. Oui. À ce qu'elle nous a affirmé à son retour, cette pauvre dame, on les coupe dans du pain frais et on met du jambon frais dedans. Intolérable, intolérable. J'avais en effet entendu autrefois parler de votre buffet de gare comme d'une curiosité. Mais je vois avec plaisir qu'en changeant d'établissement, vous avez changé de méthode. Je vous en félicite et je m'en félicite. Oh, j'ai eu du mal, monsieur. Oh, j'en ai eu du mal. Quand on a été dressé à ne jamais répondre à quelqu'un qui demande quelque chose, c'est toute une éducation que d'être prêt à rendre service. Voilà qui me ramène au début de notre entretien. Seriez-vous prêt à me rendre le service d'un petit renseignement? Pour sûr, monsieur. C'est moins fatigant que de monter les étages. Puisque vous êtes du pays et que vous connaissez évidemment tout le monde ici et que vous avez, disons, travaillé dans la gare de Mugby, connaissez-vous le signaleur de la ligne numéro 1? Si je le connais, je crois bien, monsieur. Excellent, mais qu'est-ce que vous savez sur lui? Rien. Alors vous ne le connaissez pas bien puisque vous ne savez rien. Il n'y a rien à savoir, monsieur. Il loge chez l'habitant, enfin chez une dame veuve qui loue des chambres à des personnes du réseau, et il n'est pas causant. Alors comment peut-on connaître quelqu'un qui ne cause pas? Vous auriez pu avoir l'occasion d'échanger 2 mots avec lui et vous faire une opinion. Non, puisqu'il ne cause pas. Il fait bien ses signaux, ça oui, mais pour causer, ça non. Eh bien, je vous remercie, Jim. Vous pouvez emporter ce plateau. Je cours, monsieur, je cours.
somme, je ne suis pas plus avancé. J'aurais dû m'en douter. Un homme taciturne, voué à un travail solitaire. Un fonctionnaire zélé et respectable. Quelqu'un qui échappe en somme à toute attention et à toute critique, jusqu'au moment où il a l'imprudence de prononcer le mot surnaturel. J'aurais peut-être dû interroger sa logeuse. Oh, c'eût été manquer de confiance, et cet homme a confiance en moi. Bon. Ah, voici l'affreux sentier en zigzag. Les cloches de la ville sonnent 11 heures au loin. Je suis exact. Ah, voici la lumière blanche au pied de l'escarpement. Ce visage taciturne éclairé de côté par cette lumière. Cet homme serait beau s'il ne semblait terrorisé. Ah, bonjour mon ami. Je suis exact. Entendez l'heure. Et obéissant. Je ne vous ai pas appelé. Mais j'ai licence de vous parler à ma guise maintenant que nous sommes réunis. Certes, monsieur, tout à votre aise. Alors, bonne nuit. Et voici ma main. Bonne nuit, monsieur. Voici la mienne. Maintenant, suivez-moi jusqu'à la cabine, vos pas dans les miens. Il n'y a d'ailleurs rien à craindre. Aucun train ne passe à cette heure. Je reconnais qu'ils effraient quand on n'y est pas habitué. Puis-je vous dire maintenant que je vous écoute, et avec une grande impatience. Vos dernières paroles sont restées dans ma mémoire et m'ont agité. Je ne vous ferai pas attendre davantage, monsieur. Asseyez-vous à votre aise et écoutez-moi. Vous n'aurez pas à me demander 2 fois ce que vous désirez savoir et ce qui me tourmente si fort. Je vous ai pris hier pour quelqu'un d'autre, et c'est cela qui m'a effrayé. Votre erreur? Non, le quelqu'un d'autre. Qui est-il? Je ne le sais pas. Il me ressemble? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu son visage. Il tient son bras gauche devant ses yeux et il fait signe violemment avec son bras droit. Comme cela, monsieur, comme cela. Oui, cela voudrait dire en somme... écartez-vous, pour l'amour du ciel, écartez-vous. Exactement. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Il y a de cela un certain temps. Par une nuit de clair de lune, j'étais assis, ici où nous sommes, quand j'ai entendu une voix crier au dehors « Allô, allô, la personne qui est ici !» Naturellement, je me levai en sursaut et de ma porte, je vis quelqu'un qui se tenait près du fanal rouge, du tunnel, gesticulant ainsi que je viens de vous le montrer. La voix était rauque à force de crier. Et elle criait « Attention! Faites attention !» Et puis de nouveau « Allô, allô, vous, là-bas, faites attention !» Mais c'était une voix normale. Oui, la voix normale de quelqu'un qui crie. Et tellement qu'en l'entendant, j'attrapai ma lampe, la mise au feu rouge et courus vers la présence en appelant moi-même « Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé? Où ?» La personne se tenait juste à la limite de l'entrée obscure du tunnel. Vous n'aviez pas peur à ce moment-là? Non. Non, je m'étonnais seulement de voir que la personne gardait son bras en travers de ses yeux. Je m'avançai alors et j'étendais déjà ma main pour essayer d'écarter le bras qui cachait le visage. Quand soudain je ne vis plus personne. Et la personne s'était cachée sous le tunnel? Non. Je le crus évidemment et parcourus plusieurs centaines de mètres sous le tunnel. Je voyais les signalisations régulièrement espacées. Je voyais les taches d'humidité le long des murs et j'entendais l'eau qui s'égouttait du haut de la voûte. Mais vous ne voyez rien d'autre? Rien. Je sortis alors en courant, plus vite, croyez-le, que lorsque j'étais entré, car le lieu m'inspirait une horreur mortelle. Dehors, le fanal rouge était toujours là. Je prospectais tout autour de ce fanal avec ma propre lampe rouge. Je gravis même l'échelle de fer jusqu'à la galerie, au-dessus du fanal. Puis je redescendis et courus jusqu'ici. Pour signaler ce que vous aviez vu? Tout juste. Pour signaler ce que j'avais vu et entendu.
Je téléphonais du haut en bas de la ligne en disant « Il y a eu une alarme ici. Est-ce que quelque chose de grave est arrivé ?» Mais des deux côtés, on me répondit « Rien à signaler. » Je comprends votre émotion, car cette aventure est en effet des plus étranges. Mais ce que je puis vous proposer comme explication est ceci. La personne que vous avez cru voir était une hallucination de la vue. Sans doute s'agissait-il de quelque défectuosité dans l'état de vos nerfs optiques. Et vous n'êtes certainement pas le seul que des épreuves de ce genre, dues sans doute à la fatigue, atteignent passagèrement. Quant au bruit qui accompagnait cette vision, écoutez plutôt le vent qui siffle dans cette inhumaine vallée, écoutez les sons de harpes sauvages qui l'arrachent au fil télégraphique. Et je ne dis pas non, monsieur. De telles choses sont possibles. Personne mieux que moi ne connaît la chanson du vent dans les fils. Personne mieux que moi qui ai passé tant de nuits d'hiver à les écouter, tandis que je guettais le passage des trains du fond de ma cabine. Mais je ne vous ai pas raconté toute l'histoire. Non, je n'ai pas fini de vous raconter l'histoire. Excusez-moi de vous avoir interrompu. J'avais hâte de vous rassurer. Continuez, je vous prie. C'est environ 6 heures après l'apparition que survint l'épouvantable accident de chemin de fer qui désola cette ligne. Pendant 10 heures, monsieur, les blessés et les morts furent apportés à travers le tunnel jusqu'à l'endroit même où se tenait l'apparition. Et vous n'avez pas pensé que ce pouvait être une coïncidence, et assez effrayante, certes, pour frapper votre esprit? Vous connaissez aussi bien que moi l'étrangeté des coïncidences, elles ne cesseront jamais de nous émouvoir. Banales, elles amusent parfois. Dramatiques, nous devons reconnaître leur pouvoir de suggestion. Je suis bien obligé d'admettre toutefois que des gens qui se croient des piliers de bon sens se refusent à admettre les coïncidences dans leur conception des plans normaux de la vie. L'histoire ne s'arrête pas là. Ne dites pas qu'il y a autre chose. Si, il y a encore autre chose. Tout ce que je viens de vous raconter se passait l'année dernière. 6 ou 7 mois s'écoulèrent et je commençais à me remettre de la surprise et du choc que j'avais éprouvé. Je m'efforçais même de raisonner comme vous venez de le faire. Et puis un matin, comme le jour commençait à poindre, je me tenais debout sur le pas de ma porte, regardant du côté du fanal rouge, lorsque je vis de nouveau le spectre. Quoi, le matin? Oui. C'est étrange, n'est-ce pas? On croit toujours aux apparitions du soir ou de la nuit. Et sans doute beaucoup de ces apparitions naissent de la fatigue d'une journée ou des fantasmagories que créent les ombres. Oui, vous voyez, je suis prêt à le reconnaître. Et qu'elles sont engendrées dans certains cas par les bruits insolites ou le poids de la solitude nocturne. Mais cette fois, le jour se levait. Et le spectre était là. Vous a-t-il appelé? Non, il était silencieux. A-t-il agité son bras? Non. Alors, que faisait-il? Rien. Il était appuyé contre le pilier qui supporte le fanal. Et il avait les 2 mains posées sur son visage, comme ceci. Ah oui, je vois. Comme les figures voilées ou comme les pleureurs des tombeaux. C'est cela, monsieur, comme les pleureurs des tombeaux. Qu'avez-vous fait? Êtes-vous allé vers lui comme la fois précédente? Non. Je suis rentré dans cette cabine. D'une part pour rassembler mes esprits, de l'autre pour lutter contre une sorte d'évanouissement. Lorsque je revins à moi, je retournai vers la porte. Le jour s'était levé et le spectre avait disparu. Mais rien n'arriva. Cette vision n'eut pas de conséquences. Il n'y eut pas de nouvel accident. Vous voyez donc... Pardonnez-moi, monsieur, il y eut un nouvel accident et d'une autre nature. Le jour même. Le jour même. Oui. Ce même jour, comme un premier train de voyageurs débouchait du tunnel. Encore un déraillement? Oh non. Mais comme le train passait devant moi, je remarquai à la fenêtre d'un des compartiments donnant de mon côté une sorte d'agitation et de confusion. Je voyais des mains se lever, des gens se penchaient, et puis quelqu'un passa le bras par la vitre pour appeler. Je compris à temps pour donner au conducteur le signal d'arrêt. Il renversa la vapeur et manœuvra ses freins. Mais il s'en fallut de quelque 300 mètres avant qu'il pût arrêter le convoi. Je courus le long du train
Et ce faisant, j'entendis sur mon passage des exclamations de détresse et de pitié. Une belle jeune fille venait de mourir subitement dans un des compartiments. Celui qui avait attiré mon attention. Et j'avoue... Mais remettez-vous. C'est plus fort que moi, monsieur, je ne puis m'empêcher de revivre cette scène affreuse. On avait descendu la morte, et on l'avait étendue ici, à cet emplacement même qui nous sépare, à même le sol. Je conçois que ce dut être horriblement pénible. Ah oui, horriblement pénible. Ce sont de ces choses qu'on lit d'habitude dans les livres. Mais moi, je le voyais. Si jeune, si belle, et au dire des personnes qui l'accompagnaient, elle n'avait jamais donné aucun signe de cette faiblesse du cœur qui soudain l'avait terrassée. Ce n'était pas quelqu'un d'ici. Quelqu'un dont vous auriez entendu parler, peut-être une parente lointaine. Monsieur, je vis cette jeune personne ce jour-là pour la première et la dernière fois. Et comme en ce moment le vent qui siffle dans les lignes télégraphiques fut son chant funèbre. Vous me troublez profondément. On peut aisément admettre une coïncidence. Lorsqu'elle se répète ou se succède, l'esprit se prend à les examiner. Mais j'insiste pourtant. Vous possédez évidemment une nature sensible à certains phénomènes encore mal définis. Ne croyez-vous pas qu'une certaine disposition en vous crée ce spectre qui aussitôt se matérialise? S'il en est ainsi, monsieur, mon cas est encore plus grave. Car voyez-vous, après un intervalle assez long au cours duquel je me remis, malgré moi, à espérer, le spectre est revenu. Encore? Ce n'est pas possible. En êtes-vous bien sûr? Je n'ai que trop de raisons d'en être sûr. Car il est revenu non pas une seule fois comme avant, mais plusieurs fois. On pourrait dire comme cela lui chante. Où se tient-il? Près du fanal. Et quel geste fait-il? Quel geste croyez-vous le voir faire? Il recommence comme la première fois, monsieur. Il gesticule de la même façon. Il cache son visage avec son bras gauche et il remue le bras droit avec la même violence, comme pour dire « Pour l'amour de Dieu, faites attention, dégagez, dégagez !» Selon vous, une autre catastrophe serait imminente? Selon moi, une autre catastrophe est imminente. Et c'est pourquoi je n'ai ni répit ni tranquillité. Parfois, il m'appelle pendant plusieurs minutes consécutives en répétant plaintivement « Vous, là-bas, faites attention, faites attention !» Et il se tient là, remuant son bras droit. Et puis il fait sonner ce timbre. Un instant. A-t-il fait sonner cette petite clochette pendant que j'étais ici hier? Et lorsque vous êtes allé sur le seuil de la porte? Oui, monsieur, à 2 reprises. Eh bien, vous voyez à quel point votre imagination peut vous trahir. J'étais là. Mes yeux étaient fixés sur la clochette. Mes oreilles guettaient la sonnerie. Et aussi vrai que je suis une créature vivante, jamais cette cloche n'a sonné. Non, à aucun moment. Sinon, lorsqu'elle a été mise naturellement en branle par la gare, qui est en communication avec vous. Croyez bien, monsieur, que je n'ai jamais encore fait une erreur de ce genre. Je n'ai jamais confondu le signal de l'au-delà avec celui que peut provoquer normalement la main d'un homme. La vibration d'appel du spectre est une vibration qui ne ressemble à aucune autre. Et je n'ai jamais dit que la clochette s'agitait d'une manière visible. Et sa résonance est très mystérieuse. Cela ne me surprend pas que vous ne l'ayez pas perçue. Moi, je l'ai entendu, hélas. Avez-vous l'impression que le spectre était là quand vous êtes sorti? Il était là. Les 2 fois? Ah oui, les 2 fois. Voudriez-vous venir jusqu'à la porte avec moi et regarder s'il est là maintenant? Vous me demandez quelque chose de très pénible. Non, puisque je suis avec vous. Là, nous sommes sur le seuil. Le fanal rouge est allumé. Voilà la lugubre entrée du tunnel et les hautes murailles de pierre qui encadrent cette entrée. Et voilà au-dessus les brillantes étoiles. Voyez-vous quelque chose d'autre? Regardez bien. Le spectre n'est pas là. Je suis d'accord avec vous. Rentrons dans votre cabine et refermons-en la porte sur les fantasmagories du dehors.
Appelez-les ainsi qu'il vous plaira, monsieur. Mais vous n'êtes pas sans avoir compris que ce qui me trouble si terriblement, c'est la question que je me pose. Le spectre veut me dire quelque chose. Mais quoi? Je ne vois pas très exactement ce que vous voulez dire par là. Et c'est bien simple pourtant. À qui s'adresse cet avertissement surnaturel? Quel est cette fois-ci le danger? Où est le danger? Il n'y a aucun doute qu'un danger plane sur quelque point du parcours de cette ligne. Il n'y a aucun doute qu'une calamité épouvantable est sur le point de se produire. Je n'en puis douter cette troisième fois, après ce qui s'est passé les 2 fois précédentes. Avouez qu'il y a là pour moi une cruelle hantise. Que puis-je faire? Quelles qu'en soient les données, je reconnais que cela pose pour vous un problème des plus étranges. Voyez-vous, monsieur, cela se présente ainsi. Si je télégraphie « danger » sur telle ou telle direction de la ligne ou sur les deux, je n'en puis donner la raison. Je ne ferai que m'exposer à un blâme et cela ne servirait à rien. On penserait que je suis fou. Voilà comment ça se passerait si vous me permettez de vous l'expliquer. J'envoie mon message. Danger, faites attention. Réponse, quel danger, où? Nouveau message, je n'en sais rien, mais pour l'amour du ciel, faites attention. Eh bien, le résultat, c'est qu'on me déplacerait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Évidemment. Je comprends la torture mentale que peut éprouver un homme scrupuleux, écrasé au-delà de toute résistance par le poids d'une responsabilité qui implique des vies humaines. La première fois que j'ai vu ce spectre, pourquoi ne m'a-t-il pas dit quel accident allait arriver, s'il devait arriver? Pourquoi ne pas m'avoir dit comment on pouvait l'éviter, s'il était possible de l'éviter? Et quand je l'ai vu pour la seconde fois, alors qu'il cachait son visage, pourquoi ne pas m'avoir dit plutôt elle va mourir et qu'on ne la laisse pas faire ce voyage? Mais le spectre n'a jamais parlé. Rien que par geste, monsieur. Et si vous supposez que les 2 premières fois, le spectre voulait me faire comprendre que ces avertissements étaient réels, de manière à me préparer ainsi pour la 3e, pourquoi ne pas s'exprimer clairement? Qu'allez-vous penser de moi dans tout ceci? Que vous êtes un homme scrupuleux, placé dans les plus invraisemblables circonstances. Oh non, que je suis seulement un pauvre employé responsable, loin de tout, dans ce poste solitaire. Oh, pourquoi ne puis-je aller trouver quelqu'un de compétent qui me croirait et qui aurait le pouvoir d'agir? Que feriez-vous si vous étiez à ma place, monsieur? Dites, que feriez-vous? Je vais vous dire d'abord le fond de ma pensée, et avant toute autre chose, tranquilliser votre esprit. Vous occupez un poste de responsabilité. Laissons donc de côté toutes les questions de surnaturel ou de réalité. Ne nous occupons que des faits. Je suis certain que quiconque remplit scrupuleusement ses fonctions agit pour le mieux, même s'il ne comprend pas le sens de ces maudites apparitions. Elles ont eu un sens, pourtant. Elles en auront un autre. C'est possible. Mais me laisserez-vous au moins faire quelque chose pour vous? Volontiers, monsieur. Vous vous êtes montré à mon égard très compréhensif, et si j'ose dire, très amical. Vous regrettiez, à l'instant, de n'avoir pas la possibilité de vous adresser à une autorité compétente qui vous écouterait et qui aurait pouvoir d'agir afin de mettre un terme à vos soucis. C'est exact, monsieur. Dans votre esprit, vous pensiez inévitablement à quelqu'un de cette compagnie occupant un poste assez élevé pour prendre certaines décisions. Cette personne, vous ne savez comment la joindre, ni peut-être qui elle est. Car ce n'est pas seulement quelqu'un d'important qu'il vous faut, mais aussi quelqu'un d'humain. Pour vous comprendre comme je le fais moi-même, croyez-le. Qui que ce soit, il faudrait faire vite, monsieur. Et si une telle personne existait, trouver le temps pour lui parler. Je ne le puis, étant tenu ici par mes fonctions. C'est pourquoi, en attendant de faire les recherches, puis les démarches nécessaires dans le cadre de votre compagnie, j'aimerais vous suggérer une autre idée. Une solution en quelque sorte intermédiaire et provisoire, mais qui serait un pas en avant, en quelque sorte pour vous sortir de vos ennuis. Cette idée m'est venue en vous entendant parler de votre angoisse et de votre fatigue. Je vous écoute, monsieur. Mais pourquoi ne consulteriez-vous pas un médecin? Mais... Ne vous méprenez pas sur mes intentions. Il ne s'agirait pas d'une consultation officielle, mais d'une conversation que vous pourriez avoir ici même avec un praticien plus apte à déceler des symptômes que nous ne le sommes, vous et moi. Je crois qu'il y a dans votre cas un élément d'obsession nerveuse qui a provoqué des phénomènes d'un ordre particulier et qui nous échappe. À qui n'est-il arrivé d'élever de ces échafaudages fragiles, comme les châteaux de cartes que construisent les enfants, si fragiles qu'ils soient, toute leur attention s'y concentre, mais un souffle d'air renverse l'édifice et libère l'esprit. Il y a du vrai dans ce que vous dites, monsieur. Mais quel médecin consentirait à venir ici pendant mes rares heures de loisir?
Quel médecin m'écouterait patiemment? J'en fais mon affaire. Tout ce que je vous demande, quand j'aurai trouvé la personne qu'il faut, c'est de me promettre que vous lui parlerez sans réticence comme vous l'avez fait avec moi, avec le même abandon. Si j'étais sûr de votre présence lors de cet entretien, j'accepterais car vous seriez garant de ma bonne foi. Mais monsieur, il faut faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Et d'ailleurs, de quel secours me serait une telle intervention? Je puis vous le dire aisément. Le témoignage du médecin serait d'un grand poids auprès de la compagnie. Et s'il insiste, par exemple, non sur le côté surnaturel qui vous préoccupe, mais sur l'état de votre santé, de vos nerfs, soumis depuis longtemps à une rude épreuve et dans un endroit particulièrement malsain, je crois que vous obtiendriez un congé ou un déplacement. Les deux, peut-être. Vous échapperiez ainsi à votre hantise. C'est très raisonnable et très généreux de votre part d'avoir pensé à cela, monsieur. J'en suis confus. Mais je vous le répète, il faut faire vite. Je sens que le danger se rapproche et je ne trouve plus en moi le courage nécessaire pour faire face à une nouvelle épreuve. En outre, tourmenté comme je le suis, comment parviendrai-je longtemps encore à m'acquitter de mon travail? J'ai beau n'occuper qu'une situation modeste, elle a, comme vous l'avez vu, ses responsabilités, qui sont grandes. Et je ne voudrais pas commettre sous l'empire de ma terreur une erreur fatale. Je ne cesse de trembler à l'idée que le malheur pourrait venir de moi. Eh bien, dès demain, tout sera réglé, je vous le promets. Je connais en ville, pour l'y avoir rencontré à deux reprises, un jeune médecin dont l'intelligence et la sagacité m'ont frappé. Je me fais fort d'obtenir qu'il m'accompagne ici. Dites-moi seulement à quelle heure je pourrais l'amener. Que Dieu vous bénisse, monsieur, pour la part que vous prenez à mes malheurs. Il se trouve que demain, un changement dans mon horaire me donnera 2 heures de liberté, juste après le coucher du soleil. Je n'aurai donc pas à éclairer votre chemin, et je vous attendrai paisiblement. Monsieur, voici ma main. Voici la mienne. À demain, mon ami. Quelle merveilleuse fin de journée, Dr. Wilding. Elle vous récompense de m'avoir accompagné. Ce que vous m'avez raconté au sujet de cet homme m'intrigue beaucoup, je l'avoue. Je crois vous avoir tout dit à son sujet, docteur, mais votre observation ira sans doute plus loin. Il m'est apparu à moi comme un homme intelligent, cultivé même, destiné sans doute à une autre vie, mais résigné à la sienne. Ajoutez qu'il est vigilant, scrupuleux et d'une exactitude remarquable dans son travail. Toute la question est de savoir pendant combien de temps encore il pourra le demeurer, et c'est une question qu'il se pose lui-même. Son cas est à coup sûr des plus étranges. Il y a là une double hallucination, de la vue et de l'ouïe. Ah, au fait, ne vous a-t-il jamais dit comment le spectre, enfin si spectre il y a, était vêtu? Ah non. Non, je ne le lui ai pas demandé. Mais il est certain qu'en dehors du double geste de cacher son visage avec son bras gauche en agitant l'autre avec violence, rien dans sa mise ne le désignait à l'attention. Rien de ces ridicules oripeaux dont on affuble les fantômes dans les récits de bonnes femmes. Je présume qu'il doit être vêtu comme n'importe quelle personne avec laquelle sa victime, si j'ose dire, a coutume d'être en rapport sur la voie numéro 1. Curieux. Oui, c'est ce qui donne à mon sens un caractère si particulier à cette apparition. Rien de spectaculaire. Quelqu'un de la voie ferrée donnant un signal. Mais un signal de l'au-delà, à un camarade de travail et dans les termes les plus ordinaires, les plus quotidiens. Oh là, quelqu'un là-bas. Quoi qu'il en soit, vous allez tout apprendre mieux que par moi-même. Voilà le sentier. Oh là, quelqu'un là-bas! Mon Dieu. Qu'est-ce que j'entends? Je deviens fou. Le spectre. Remettez-vous, c'est simplement quelqu'un en contrebas qui semble nous héler. Oui, il y a un groupe d'hommes, et j'en vois un qui se tient comme votre spectre en cachant ses yeux et en muant le bras. Je vous en prie. Courons, il est arrivé quelque chose. Nous venons trop tard. Oh, je n'ose regarder. Le tunnel, le feu rouge. Je ne vois aucun feu rouge, seulement l'entrée du tunnel. Une petite tente au pied d'un poteau de métal. Vous avez raison, Jones. Quelque chose est arrivé, courons. Messieurs, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Nous venions, le docteur Wilding et moi, voir un ami. Si c'est le signaleur, il a été tué ce matin, monsieur. Sûrement pas l'homme qui s'occupait de cet aiguillage. Ah si, monsieur.
Ce n'est pas possible, je l'ai quitté hier soir. S'il est de vos amis, vous le reconnaîtrez, monsieur. Son visage n'a pas changé. Il a l'air de dormir. Et approchez-vous. Mon Dieu, c'est lui. Voyez, docteur, c'est lui. Et comment est-ce arrivé? Happé par une locomotive, monsieur. Personne en Angleterre ne connaissait mieux que lui son métier. Mais je ne sais comment cela se fait. Il suivait de trop près le rail extérieur. Il faisait grand jour. Il avait tout juste éteint le fanal et tenait la lampe à la main. La locomotive sortait du tunnel. Il lui tournait le dos et l'a renversé. Tiens, ben, voilà le conducteur, monsieur. Il nous montrait justement comment c'était arrivé. Tiens, montre-le à ces messieurs, Tom. Eh ben voilà, monsieur. J'étais encore dans la courbe du tunnel quand je l'ai aperçu à la sortie, comme qu'il dirait au bout d'une lorgnette. Et j'avais plus le temps de ralentir. Et je savais que c'était un homme très prudent. Mais comme il n'avait pas l'air d'entendre le sifflet, je l'ai arrêté, ce sifflet. Et comme nous arrivions sur ce pauvre homme, je l'ai appelé aussi fort que j'ai pu. Et qu'avez-vous dit? Est-ce que je sais, moi... quelque chose comme... oh là, vous là-bas, faites attention pour l'amour de Dieu, garez-vous. Vous avez dit cela? Ce furent vos paroles? Eh oui, monsieur. Pendant un temps qui m'a paru affreux, j'ai pas cessé de l'appeler. Et quand la locomotive est arrivée sur lui, j'ai mis mon bras gauche sur mes yeux pour pas voir ce qui se passait. Et jusqu'à l'arrêt du train, j'ai agité mon bras droit, même en pensant qu'il était trop tard. Trop tard.